Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon fidèle co-animateur Loïc. Comment ça va ? Hello, ça va très bien et toi ? Ça va. Un peu fatiguée, je suis sortie hier, j'avoue. Je suis allée voir un drag show, ouch, et je me suis fait embrigader par mes potes pour rester parce qu'il y en avait un, ils voulaient choper la serveuse. Chut. Ah, c'est bizarre ça, je vois pas de qui tu parles. Au hasard, on sait pas de qui on parle. Mais de toute façon, il écoutera pas l'épisode, donc il saura pas que j'ai... On peut dire des dingueries, je peux dire des dingueries sur lui, il le saura pas. Ce soir, parce qu'on enregistre toujours le soir, on reçoit Tanguy Burcet. Bonjour Tanguy, comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? On a tous pensé le même groupe de potes, donc c'est rassurant. Toi aussi t'étais au drag show, c'est ça ? Non, mais j'ai des potes qui étaient aussi, effectivement. Ah, ok. Ah, celui-là ? Celui du Starfish ? Tout à fait. Ah bah trop super, marrant. nous on connaît Mantemauve du coup qui est hyper formé. Ok. Voilà, c'est un pote à nous. Ouais, bon, on l'a recommandé dans l'épisode Ouais, précédent. exactement. Je pense, donc, Le monde est beaucoup trop petit. Exactement. c'est ça. Tu nous fais une thèse en préhistoire. Tout à fait. Tu es en 3e année de thèse, si je ne me trompe pas de mémoire. Déjà, Que oui. tu commences Ça ta passe 3e année. très vite, ouais. Voilà. Tu es au laboratoire PACEA pour de la préhistoire à l'actuelle culture, environnement, anthropologie. Et tu es dans l'équipe Eurapal. Tu es encadré par Jean-Philippe Febvre. Tout à fait. Et c'est voilà. ça. Donc déjà, Tanguy, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avant de faire une thèse et qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur cette voie bien bouchée du doctorat ? Même de l'archéologie, de manière générale. Vaste Ouais. question, large question. J'ai commencé, je pense, comme tout le monde, par une licence. Avant ça, j'ai fait un bac littéraire, pour le coup. Donc, on n'est pas forcément tous tenus de faire des sciences complexes et même un peu plus dures, entre guillemets, pour avoir un débouché dans les sciences archéologiques ou autres. Donc, bac littéraire que j'ai eu, alors les pâquerettes, 10, je pense, et demi, 9 et demi. Ils ont dû me le donner, je pense, mais c'était cadeau. Mais je voulais faire de Je l'archéologie suis depuis pas gamin. sûre que la plupart des gens qui sont en doctorat avaient des très bonnes notes en vrai à l'école. C'est pas sûr. Je suis pas sûre de on ça. se développe plus tard. Ouais, c'est ça. Donc tout ça m'a amené dans la vallée du Rhône et j'ai voulu partir de là parce que j'ai passé 18 ans là-bas, donc j'en avais un peu marre. Je suis parti à Strasbourg faire Ok. une licence d'archéologie pure et non pas d'histoire de l'art et d'archéologie comme c'est classiquement associé les deux, puisque j'ai commencé très jeune, 14-15 ans en fait, sur des terrains d'archéologie programmés, donc à la grotte Mandrin dans la Drôme, où j'ai fouillé Ok. déjà des niveaux moustériens de la préhistoire très ancienne. Donc je savais déjà en rentrant en licence quel était mon tu but. partais où je voulais là-dessus. aller. Ok, donc Voilà, t'étais vraiment donc sur c'est- des terrains de maintenant Ah, mais que tu je les suis- connais et j'y par suis cœur. toujours 10 ans, 12 ans après, donc comme quoi, faites gaffe quand on sort de chez soi pour aller fouiller, on sait pas où on fout les pieds et ça peut mener très loin parfois. Et 20 ans après, tu y es encore. Et voilà. Un Tanguy presque, pour le coup, des terrains de fouille. Effectivement. Ok, donc Donc licence voilà, à j'ai- Strasbourg en Exactement, archéologie. ouais. J'ai continué sur un master là-bas, Ok, à Strasbourg, sur un site local qui s'appelle Mutzig, Rennes, donc un nom local également pour des fouilles locales, en tracéologie, dans ce que je fais toujours aujourd'hui. Donc c'est un premier master dans lequel je me suis spécialisé sur une roche un peu pourrie, parce que j'aime bien les cailloux moches. Tout le monde Ok. travaille sur le silex, mais moi j'aime pas ça. Je travaille sur le reste. Ce que ne Sur va pas les voir, autres. voilà, sur ce qui est matériel, moi je le garde, je le prends, je l'utilise patiemment. Donc suite à ça, j'ai eu un master 1 puis master 2, assez compliqué puisque c'était la période, vous vous en souvenez tous, du Covid. Covid. Mhm. Le fameux. Donc là, j'ai dû mettre en place tout un tas de stratégies pour pouvoir travailler de la maison avec des microscopes, des binoculaires autres que des chercheurs m'ont gentiment prêté. trop bien d'avoir ça. C'était assez complexe, mais j'ai pu m'en sortir et obtenir mon premier master. Suite à ça, je suis venu faire un second master ici à Bordeaux, puisque Strasbourg était très bien, mais c'est un peu enclavé en temps de préhistoire. On bosse beaucoup avec l'école également, et c'est du coup des méthodes de travail très différentes, des théories aussi extrêmement différentes. On n'est Ok. pas d'accord sur la même chose fondamentalement, donc on part pas des mêmes postulats, et ça peut, en tout cas moi ça me posait problème pour un développé de carrière future, sachant que la préhistoire, notamment en France, s'est développée beaucoup à travers Bordeaux et Toulouse, Paris aussi notamment historiquement du 20e siècle. Donc voilà, je voulais un peu revenir, on va dire, au centre du giron préhistorique Bordeaux-Toulouse, et j'ai choisi Bordeaux pour faire un second master, donc seulement le master 2, Ok, qui ici est particulier puisque en fait on a des cours durant le master 1 et durant le premier semestre de master 2 aussi, et donc le master recherche pur et dur ne commence que au second semestre de master 2. En fait c'est un master très court, en 6 mois, donc hyper rapide. Donc j'ai fait celui-là. Pour revenir sur mes terrains, on va dire, des premiers amours dans de la Drôme, de la grotte Mandrin, et j'ai ouvert aussi d'autres contextes dont on parlera plus tard. Et ça m'a amené à faire, suite à ça, une année de césure. ouais. Puisque, voilà, c'était classiquement, je pense qu'on a Ouais. tous fait un peu une pause entre le master et la thèse. Pour le coup, un problème d'HDR, le fameux HDR franco-français. Oui, le truc qui t'oblige, que les chercheurs sont obligés d'avoir pour encadrer quelqu'un en thèse. Donc Voilà. donc je suppose que la personne qui devait t'encadrer n'avait Ne pas l'avait son pas encore à âge l'époque. d'HDR, évidemment. Sachant que partout ailleurs dans le monde, du moment où on a une thèse, on peut encadrer des gens Oui. qui sont en doctorat. Mhm, Voilà. Pour exactement. entrer en doctorat.
Donc j'ai patienté cette année-là, j'ai fait ce qu'on appelle de l'archéologie préventive. Donc c'est ce qu'on fait avant chaque travaux, chaque autoroute, chaque ligne de train, parking. C'est vérifier qu'il n'y a pas des choses qu'il ne faudrait pas tout détruire en envoyant la grosse bulldozer et machin. On fait des sondages, on voit ce qui sort, on pose un diagnostic, on dit oui, non, on fouille, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Si on fouille, on met en place une opération de 1 mois ou de 1 an et demi selon. Et ensuite, on sort ce qu'il y a à sortir. Moi, j'ai fait ça pendant quelques mois et après, ça m'a permis en parallèle de monter mon projet de recherche doctorale, de faire appel à différents types de financement. Pour mon cas, fléché handicap. Donc, ce qui permet aussi d'aller un peu creuser cette porte-là et voir ce qui se passait sur ces horizons de financement qui sont pour le coup pas très connus en France, mais qui pourtant sont assez légion. Et quand on a la chance de l'être pour le coup, puisque ça peut devenir une force, être hyper efficace et hyper encourageant pour l'avenir. Ok, donc il y a des financements spéciaux fléchés pour les personnes portant un handicap. Tout à fait, voilà. Ok, quel que soit le handicap, c'est pas... Tout à fait, voilà. Qu'il soit physique ou pas, ou différents troubles. Par exemple, j'ai une dizaine de troubles dyspraxiques, graphiques, orthographiques, etc. Et donc, on a des financements ici à Bordeaux, auprès de l'université, au niveau départemental, régional, du CNRS, du ministère aussi de la Recherche, de la Culture. Enfin, il y a pléthore, vraiment, à ce niveau, il y a pléthore de possibilités pour des contrats doctoraux. Et qui ne sont pas spécifiques à un domaine de recherche, du coup, qui peuvent être débloqués Tous les candidats qui ont une RQTH peuvent prétendre à ces financements-là. C'est pas pour un domaine, c'est tout le monde a la même enseigne. Mais je suis pas sûre qu'à Montaigne, l'université de Bordeaux-Montaigne, ils soient vachement au courant parce que les gens qu'on avait interviewés de la revue Essai, de mémoire, ils n'étaient pas tous financés et c'était tous des gens porteurs d'un handicap. D'accord. Et ça vaut le coup d'aller creuser, je pense. J'irai leur faire un mail. Coucou Bordeaux-Montaigne, est-ce que vous savez ça? C'est intéressant, c'est vrai qu'on n'avait jamais mentionné ce type de financement. Donc, parce que je ne savais pas que ça existait, typiquement. Une bonne chose. Et il y a même des postes aussi derrière fléchés handicap dans l'entreprise d'archéo, même d'ailleurs, fonction publique ou territoriale, etc. Puisque chaque entreprise a au moins, je crois, 5% ou 8%. De bénéficiaires de l'RQTH à avoir à l'emploi, donc c'est aussi quand on peut l'être. Je sais que c'est 7% parce qu'il y a eu il y a eu un maître des fleurs chez Ponce il y a une semaine ou deux qui portait justement sur le handicap et du coup ils avaient fait un quiz spécial sur ça. C'était une association qui faisait ça, donc c'est 7% le chiffre exact. Et pendant que tu travaillais dans le fait de faire des sondages avant les travaux, tu étais salarié du laboratoire. C'était quoi ton statut pour pouvoir attendre ce poste de thèse? Alors, j'étais pas du tout financé par le laboratoire. Je suis même sorti du laboratoire et donc j'ai été embauché par une entreprise privée qui s'appelle Paléotime. Voilà, puisqu'il y a du privé et du public suite à l'ouverture à la concurrence à l'arc préventive en France. Donc il y a l'INRAP qui gère ça, donc l'Institut national de recherche en arc préventive, qui gère ça au niveau, qui eux font les sondages, etc. Et après, selon ce qu'on sort, on dit ok, il y a une mise en marché de ces terrains-là, et du coup différentes boîtes, donc l'INRAP ou Paléotime ou d'autres comme EVA, Antea, Archéodounou, Mades, etc. peuvent tous et toutes postuler sur ces projets-là. Le problème, c'est que c'est le manager payeur qui va choisir l'opérateur archéologique. Et donc, ça nivelle par le bas, par les budgets et par le coût de l'opération. Donc, c'est souvent moins cher en route. Voilà. Ouais, bien sûr. Sachant que selon ce qu'on trouve, l'opérateur peut être obligé de garder les vestiges. Parfois, on a encore les belles colonnes antiques de marbre dessous, sous les parkings ou autres, ou même les sépultures, les cimetières, parce que c'est trop dommage et trop grave de détruire ça. Ouais, ok. Et du coup, il n'y avait pas une histoire de t'es obligé d'être capable de montrer que t'es en mesure de conserver le truc correctement si tu veux le faire. C'est ce qu'ont ces entreprises. Il n'y a pas des devoirs de conservation si tu fouilles un site ou si tu veux le garder, entre guillemets. Alors tu veux dire les boîtes préventives? Ouais. Alors en fait, il faut savoir que le préventif, on fouille parce que sinon c'est détruit purement et simplement. Donc en fait, on sauve les meubles qu'on peut sauver. On ne peut pas tout sauver. On va sauver tout ce qu'on pourra à l'échelle du site, bien sûr, parce que en fait, c'est des parcelles qui sont prescrites. Donc parfois, elles ne couvrent pas l'ensemble du site, mais on va sauver tout ce qu'on peut au maximum. Voilà. Et après, c'est envoyé pour études dans des laboratoires ou au sein de la boîte, puis ensuite dans des dépôts archéologiques spécialisés au sein des services régionaux de l'archéologie. Ok, mais si tu trouves un truc incroyable, ça peut empêcher la construction. Ça a déjà été vu plusieurs fois. On a d'ailleurs dû décaler des autoroutes, des aqueducs, des viaducs. Encore récemment, le canal Seine-Nord en Europe a été décalé 4 fois de trajet parce qu'en fait, ils trouvent des sites... tous les 3 mètres, putain. C'est ça, sauf que là, ils descendent à 25 mètres ou 20 mètres, donc ça descend très profond.
je valide. Et c'est une activité qui t'a plu du coup de bosser dans une boîte comme ça? Tu nous as fait un peu comprendre que les conditions n'étaient pas forcément optimales vis-à-vis du fonctionnement même qui peut peut-être imposer des conditions de travail pas terribles, peut-être des salaires qui doivent pas être très élevés aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est très différent de la recherche. Les salaires sont effectivement pas super hauts. Après, on a beaucoup de compensations en nature, etc. Des primes de fin de contrat, des logements, des indemnités journalières pour la nourriture, le logement, tout ça. Maintenant, c'est un boulot assez précaire parce qu'en fait, on est totalement dépendant du plan d'urbanisme du territoire et des constructions qui sont menées ou pas. Oui, s'ils autorisent rien comme S'il travaux. Il n'y a pas de fouilles, donc il n'y a pas de fouilles, tous les archéologues sont au chômage pour une partie. Ah oui, Je sens que c'est beaucoup de CDD, de contrats précaires. T'es payé à la mission. Et encore. Voilà. On a une campagne de CDIsation en cours d'après l'INRAP parce qu'il y a beaucoup de vieux agents qui partent en retraite, donc ils CDIsent beaucoup de personnes, mais ça reste malgré tout compliqué. Et puis, on est en fait exposé au risque de bruit, de froid, puisque actuellement il fait -5, -6 parfois, il faut quand même être sur le terrain à 8h30, 9h, 8h parfois. On est aussi à la pluie, au vent, au soleil en canicule quand il faut aussi, au bruit des machines, au danger. Donc en fait, on a beaucoup. Généralement, quand on va à la médecine du travail, ils sont pas forcément super cool avec nous. Ouais, ok. Mais ça reste un métier passionnant, passion, et je pense que ça joue peut-être de ça aussi. Ouais, bien sûr. Oui, c'est une voie possible pour les gens qui font de l'archéologie en licence, master. La principale, et il y a aussi beaucoup de débouchés en tant que même technicien de fouille, même responsable d'opération ou de secteur, même en tant que spécialiste. Simplement, c'est des jobs qui recrutent bien aussi, il faut dire ce qui est malgré tout. Ok, trop bien. Du coup, ta thèse. Donc, je vais lire le titre et après, on va un peu découper les mots compliqués. Beaucoup de mots compliqués. Oui. Ils sont tous plus ou moins compréhensibles. Juste, bon, les noms des trucs, évidemment, c'est pas compréhensible, mais si tu les connais pas, tu peux pas savoir que c'est un nom de truc. Donc, c'est de la pierre à l'homme, les traces dépassées, étude pétro-techno-éco-fonctionnelle des pièces porteuses de stigmates remarquables dans le paléolithique moyen du sud de la France, apport des séries de champs grands, ce qui n'est pas logique, de Combe-Grenelle et de la grotte Mandrin. Faut le dire vite. Ouais, exactement, à tes souhaits. Vous pouvez vous entraîner à prononcer le titre de la tête si vous voulez, il est en description. Mot contre triple. Déjà, il y a un mot avec plus de 3 préfixes, et ceux-là, c'est vraiment les pires. Et vive la science. Pétro-techno-éco-fonctionnel. C'est les diverses méthodes, ouais. Elles sont toutes calées en un mot, quoi, en fait. C'est ça. Si c'était trop long, déjà que le titre est très long. Ouais. Peut-être que pour dégrossir le sujet au départ, on va parler de l'époque à laquelle tu t'intéresses. Est-ce que tu nous parlais du paléolithique moyen, nous situer un peu où est-ce qu'on se situe dans la préhistoire, qu'est-ce qui démarque cette période des autres avant-après, peut-être, ce genre de choses? Tout à fait. Alors le paléolithique moyen, donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois vulgairement le moustérien. Donc il faut savoir que dans, on va dire, la flèche du temps des âges, on vient en 2e, 3e peut-être. Donc ça, c'est calé entre paléolithique logiquement inférieur et supérieur, logiquement. Moi, je m'intéresse surtout à ça en Europe. Mais en fait, il faut savoir qu'en fonction de où on est dans l'espace, on n'aura pas ces mêmes arrivées temporelles au même moment. Puisqu'on passe des marqueurs chronologiques, culturels, en fait, basés aussi sur des fossiles humains, qui n'arrivent pas de la même manière partout en même temps. Donc, il y a un décalage temporel, par exemple, entre l'Afrique et l'Europe. Voilà. Entre l'Eurasie aussi, l'Australie, par exemple, où là, on commence beaucoup plus tardivement. Voilà. Parce que les arrivées humaines se présentent beaucoup plus tard. Donc moi, généralement, j'aime bien, comme beaucoup de chercheurs le font, proposer aux gens de parler en termes d'argent. Parce qu'en fait, là, on parle de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'années, en fait, et on n'est pas foutus, nous, on n'est pas câblés en tant qu'humains pour comprendre des échelles de temps pareilles. Déjà, on ne sait pas ce qu'on a mangé hier à midi, alors 300 000 ans, c'est un truc qui paraît totalement abscon et opaque. Par contre, l'argent, c'est une donnée qu'on est amené à manipuler tous les jours, à toute heure, parfois un peu trop, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez ou trop, pas trop. C'est pas un problème d'en avoir trop, mais et donc, c'est un problème qu'il y ait des gens qui en aient trop. Voilà. Et voilà, tout à fait. Mais c'est un autre sujet. Pas de politique dans le podcast, on a dit. Et donc, il faut savoir que le paléolithique moyen commence à 300 000 ans, donc à 300 000 euros. Et vous savez bien que l'apparition du genre Homo il y a plusieurs millions d'années en Afrique, c'est pas 300 000 euros. Entre 7 et 8 millions d'euros, c'est pas 300 000 euros. Il y a un décalage monstrueux entre les deux. Et on n'est pas sur les premiers agriculteurs en Europe, au néolithique, il y a 2-3 000 ans, 2-3 000 euros, 5-6 000, etc. Donc, déjà, en termes d'échelle de temps, ça permet un peu de mieux comprendre ça. Donc, moi, je me base sur une période qui est très très large, entre 300 000 ans, donc l'arrivée de l'homme de Néandertal en Europe, en Eurasie, voilà. Et on a, donc, jusqu'à la fin, où donc, la fin du Paléo moyen, c'est
ça dépend où encore une fois, mais 50 000 ans, 40 000 ans. Ok. Voilà, par là. On n'est pas forcément. Selon les spécialistes, c'est débattu et c'est une zone de guerre terrible. Ouais, j'imagine. Puisque, en fait, à la fin du Paléolithique moyen, c'est la disparition de Néandertal Ok. et donc de la dernière humanité fossile à travers le monde. Et à la fin, il ne reste plus que la nôtre, Sapiens. Donc on est sur un bouleversement anthropologique majeur, fondamental de notre société, de notre humanité. Et donc, beaucoup de monde se tire les pattes là-dessus. Oui, de savoir c'est qui le dernier, à partir de quel moment on considère puis, qu'on a vraiment la date à peu pourquoi près. il disparaît, simplement. En fait, c'est une question, on se pète les dents depuis 120 ans dessus, en fait. Est-ce que c'est nous qu'on les a tués? Est-ce que l'affaire avance. L'affaire avance. Le cold case. qui très cold pour le coup. C'est clair. Ouais. Très cold cold, case de 250 000. Très cold parce qu'il pouvait faire très froid. J'ai demandé c'est quoi le climat de l'époque. Parce que justement, moi j'aime bien me représenter. Il se passait quoi à cette époque-là? Donc on a différents stades en fait, chaud-froid. Okay. Et on peut avoir, en fait, c'est des variations très très connues, qu'on appelle les stades isotopiques de l'oxygène, où on a comme ça des variations de température. On va avoir temporairement ici à Bordeaux ou ailleurs en France des climats arctiques. Type steppe, toundra, stylé. etc. Et parfois, comme une période qu'on appelle l'éémien, il y a 120-115 000 ans, un climat extrêmement chaud, vraiment 3-4 degrés plus que l'actuel, donc c'est énorme en température océanique. Ça veut dire que là, on avait une température et des paysages de savane africains. Voilà. Donc comme quoi, il y a des variations climatiques qui bougent à travers le temps, que ça réchauffe, c'est normal. À ce point-là aussi rapidement, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. C'est ce que j'allais dire, faut pas le dire trop fort parce que les climato-sceptiques, c'est vraiment leur argument phare. Alors c'est ça. Alors qu'en fait, il y a une différence entre ça change en 50 ans et ça change en 500 000 ans. Très longtemps. Donc, non, il y a des variations climatiques et donc moi je m'intéresse particulièrement à une période qu'on appelle la période Kina. Donc, c'est une culture particulière du Paléolithique moyen. Et dans cette période, donc, on est vers les 70 000 ans, 70 000, 80 000, jusqu'à 50 000, 40 000. Encore une fois, ça dépend où on est, mais grosso modo, c'est 80, 50. Et dans cette période-là, il fait extrêmement froid. On est en glaciaire, donc il faut s'imaginer qu'on a un triptyque animal qui est le renne, le cheval, le bison. Voilà. Ceux qui survivent, carnivores ou autres, etc. Mais voilà, on est vraiment sur un environnement de steppe, de toundra, voilà, vraiment typé Canada, Sibérie ou autre. Voilà. Localement, c'est ce qu'on a comme paysage. Des petits arbustes, etc. Pas d'immenses chênes monstrueux ou autres. Voilà. Alors que dans les grandes périodes climatiques, dont je parlais avant, on a des forêts primaires gigantesques dans lesquelles aucun arbre n'a jamais été coupé. Donc c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes délires. Voilà. Mais là, pour ce que moi j'utilise, on est vraiment dans un gros coup de froid. Coup de froid. Voilà. Et à cette époque-là, il y a genre des mammouths, des ours polaires et des loups. T'as des loups, pas d'ours polaires en tout cas. T'as encore un peu d'ours, etc. Des cavernes hautes, t'as du lion des cavernes, t'as de la hyène, etc. T'as comme dit du loup. Voilà. Mais il faut s'imaginer qu'en fait même les grands herbivores qu'on connaît étaient relativement dangereux. Oui, par rapport à nous, oui. Même aller chasser à l'épieu, donc au corps à corps, un auroch, un cheval ou autre, oui, parfois moi j'irais pas aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, clairement. J'irais déjà pas sur un cheval qui est domestiqué. Donc, déjà à l'arc de loin c'est tendu, mais genre là venir en corps à corps, le corps à corps avec le silex, c'est mort. Après, ils étaient aussi plus robustes que nous. Oui, j'imagine. Ils travaillaient pas dans des bureaux. Non, tout à fait. Ils étaient beaucoup plus nomades d'ailleurs que nous. On a une grande diversité de paysages et donc de manière d'être au monde dans ces paysages-là. Il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs lignées néandertaliennes. Il n'y en a pas qu'une seule. On a plusieurs on va dire, lignées à travers le temps qui se succèdent, qui se implantent, qui se remplacent les unes les autres, qui cohabitent aussi parfois. Mais grosso modo, on est sur une population qui est beaucoup plus robuste, un peu plus trapue que nous et qui résiste de manière globale beaucoup mieux au froid. Et elle coexiste avec Homo sapiens à ce moment-là? Alors, sur le Paléolithique moyen, on a plusieurs humanités à travers l'Eurasie. On a les derniers Homo erectus qui se baladent quelque part en Asie. Voilà. On a l'homme de Flores, l'homme de Java qui sont vraiment en Indonésie ou autre. On a effectivement Néandertal qui est plutôt seul en Europe de l'Ouest. Voilà. En Eurasie, on a une troisième humanité qu'on appelle l'homme de Denisova. Je ne connais pas celui-là. Qui était trouvé dans la grotte de Denisova dans l'Altaï russe. Pas très loin de la grotte de Kladnikov aussi, en fait, et celui-là, il est connu que par très peu de restes. On a tout cassé 2 phalanges, quelques dents. On commence à avoir des mandibules qu'on a trouvées
assez anciennement, en fait, sans contexte, un peu particulier, des histoires un peu rocambolesques où des moines l'ont trouvé dans une grotte et puis ils l'ont ramené, il a été perdu, puis retrouvé, puis il y a eu la guerre, puis ça a été perdu. Enfin, voilà, c'est des trucs. C'est les joyaux de la couronne qui atterrissent sur le voilà, quoi. c'est ça. Ok. C'est Arsène Lupin version préhistoire. Ok. Et donc, il est connu à travers notamment son génome. Ok. Voilà. Donc, c'est une humanité encore qu'on connaît assez mal, qu'on sait qu'elle est là, et on sait qu'il se côtoie parce qu'il y a eu des hybridations à travers les génomes qu'on voit entre Néandertal et Denisova. Ok. En plus de ça, on a des lignées qu'on appelle des lignées fantômes, où là, en fait, on sait qu'elles sont là, on n'a ni les restes fossiles, très très peu d'ADN, on sait qu'il y a des introgressions génétiques d'autres lignées, mais on l'a pas signalé encore. Ouais, tu Donc peux on a encore tu d'autres. vois des changements génétiques qui font penser qu'il y a eu un brassage génétique avec une autre Exactement. lignée, Mais on l'a pas mais tu encore. sais pas C'est ça. qui est cette lignée. C'est ça. Ok. C'est une équation triple inconnue, mais santé des inconnus avant pour savoir laquelle est la bonne. Ok. Et vis-à-vis de ces interactions entre les différentes espèces, est-ce que vous avez un autre moyen de les identifier que les hybridations de génomes ? C'est le seul indice qu'on peut récolter sur des possibles. Est-ce qu'il peut y avoir du langage, je sais pas. Des restes. Alors le langage c'est compliqué parce que déjà, qu'est-ce qu'on appelle un langage aujourd'hui encore on est face à une diversité pour nous qui est extrêmement claire à travers des mots, mais en fait on se rend compte qu'il y a des langues sifflées, claquées ou autres en fait dans différents coins du monde Ouais. où les mecs c'est absolument fou, même les bergers des Pyrénées du XIXe siècle, ils parlent avec différents types de sifflements, ils ont des phrases entières. Nous, on comprendrait que dalle aujourd'hui. Et tu te dis, tiens, il a sifflé un joli air de musique, c'est super sympa. En fait, non, il vient de donner une phrase au copain de la vallée d'à côté. Et pour nous, est-ce qu'on dirait ça que c'est du langage ? Donc, déjà, parler du langage, on sait qu'ils ont le gène FOXP2, donc ils peuvent parler, c'est aucun problème. Mais c'est un gros champ d'étude, savoir comment ils parlaient. S'ils parlaient, ils devaient parler, mais si oui, comment et à quel niveau. En tout cas, on voit qu'il y a un apprentissage des grands vers les petits, parce qu'on a des manières de tailler la pierre ou d'autres qui se perpétuent à travers le temps, donc on sait qu'il y a transmission. Est-ce qu'elle est orale, gestuelle ou autre, ça en a aucune idée, mais en tout cas il y a ça. Maintenant, interespèce, c'est encore plus compliqué, parce qu'en fait on est sur une échelle de temps extrêmement large, donc en fait tu viens tamiser de la Terre, mais avec une maille de 2 km, donc t'as pas grand-chose que... Ouais, tu sais pas trop s'ils ont pas ce qui reste à la coexisté, fin. les gens qui étaient... quand tu retrouves à peu près au même endroit, quoi. On sait que ça a été le cas, notamment à la grotte Mandrin il n'y a pas longtemps. On a pu prouver par A plus B qu'on a eu des Homo sapiens qui sont arrivés vraiment tardivement, vers les 50 000 ans en fait. Toute la fin du Paléo moyen, ils arrivent à 50 000, 55 000 par là, et des Néandertaliens qui ont cohabité sur un territoire. Pas sur une grotte, mais sur un territoire. Voilà. Ils sont pas fait une petite tente chacun d'un côté on sait pas. On sait pas. Il y a sûrement pas mal de choses qui arrivent dans le futur, mais oui, ça va, je pense, arriver dans pas trop longtemps. En tout cas, l'étau se resserre et en tout cas, on arrive à voir par différentes méthodes de datation à travers des films de Chui ou autres, c'est le travail de Segalen van de Velde, que on a très peu de temps, quelques années, peut-être quelques mois, entre différents types de feux sapiens et différents types de feux Néandertal. Voilà. Mais avant ces travaux, en fait, on disait, ils se sont croisés à plus ou moins 1000 ans, mais en fait, plus ou moins 1000 ans, oui, plus ou moins 1000 ans, bon, sur l'échelle d'une vie... Tu t'es croisé de manière très proche et très lointaine. Voilà, c'est ça. La fourchette est très large. Nous aussi, on a croisé à plus ou moins 1000 ans Charlemagne, quoi. Exactement. À peu près. Tout à fait. C'est ça qui est compliqué avec votre domaine, c'est que 1000 ans, en vrai, c'est relativement précis vis-à-vis de l'échelle de temps que tu es en train d'analyser toi. Mais oui, quand tu le dis comme ça, le résultat paraît pas si... T'es là, à 1000 ans près, quoi. Oui, nous, on blague souvent, on dit souvent qu'on n'est pas à 10 000 ans près en datation. En fait, tu balayes le néolithique, la protohistoire, donc les Celtes... 10 000 ans près, t'as vu la construction des pyramides, il n'y a pas de souci. C'est quand même plus récent, mais tu balayes les Romains, le médiéval, c'est pour ça, large, tu vois, genre, t'as vu largement la création des pyramides. Très, très large. Oui, c'est quoi ? C'est moins 4 000 3 000 Ouais, effectivement. Voilà. Donc voilà, c'est donc effectivement, à 10 000 ans près... c'est une période extrêmement large où tu as un climat plutôt froid, tu as des humanités qui se baladent, mais moi, c'est dans mon cas que Néandertal, et qui font une culture qu'on appelle le moustérien, assez large, avec différents faciès, et donc ce faciès quina que j'étudie. Et ils taillent, certes, du silex, mais pas que, et c'est sur ça que je travaille. Tu travailles sur 3 terrains différents, donc ceux que j'avais pas réussi à prononcer correctement. Champ Grand. Parce qu'en fait, c'est le champ de Monsieur Grand, c'est pas moi. Voilà, les mecs qui donnent leur nom à tous les trucs qui touchent, c'est bon. Quel népotisme. Donc Champ Grand, que j'ai envie d'appeler Grand Champ parce que c'est pas logique. Il y a les deux parfois. Ok, donc j'ai le droit de le dire.
Combe-Grenal et la grotte Mandrin. Pourquoi tu as choisi ces terrains-là ? Qu'est-ce qui est similaire, comparable ? Est-ce que c'est des époques différentes, entre guillemets, à 1000 ans près ? C'est 3 séquences majeures au sein donc, du Moustérien du sud de la France, historiquement, fouillées pour certaines comme Combe-Grenal très très tôt, on va dire, dans la discipline, et donc au début du siècle dernier, 1900 et quelques, par des grands archéologues, Denis Perroni ou autres, même beaucoup plus tardivement, par François Borde, dont on a la trame juste à côté, qui est un grand préhistorien français qui a posé, on va dire, les bases de la technologie et de la typologie sur les silex, sans le doigt François Borde. Ça serait trop bien qu'ils mettent des panneaux de ça à l'arrêt de tram, parce que je ne sais pas qui c'est François Borde jusqu'à maintenant. Je ne pensais pas l'apprendre aujourd'hui. Incroyable. C'est un grand monsieur Merci. De la préhistoire française qui a fait école à travers le monde entier, en fait, et de manière générale, aujourd'hui, les chercheurs internationaux parlent de la manière dont on travaille les silex en se référant aux travaux de François Borde. Qui ont été traduits dans toutes les langues, en fait, et maintenant, tous les collègues se basent sur cette typologie-là, qui évolue et dont on a critiqué les travaux au fur et à mesure, c'est normal. C'est normal, mais la base reste solide et c'est celle-là. Voilà, et ça a été posé en partie à Combe-Grenal, sur ce gisement-là. Donc on a une très grande séquence. Alors pour le coup, ils fouillaient beaucoup moins précocement que nous. Nous, aujourd'hui, on fouille pince à épiler, outils de dentiste, petite truelle, spatule ou autre. Un truc minuscule. On descend quelques centimètres par an. Voilà. Eux, ils ont fait des piscines olympiques. Je force un peu le trait, mais parfois on est vraiment pas loin. Au bulldozer, quoi. Vraiment, le plus rapidement possible pour trouver le plus de trucs possible. Donc on a un problème parfois d'enregistrement, des vestiges, de finesse de la fouille et à quel point on peut s'y fier. Voilà. Et donc on a aussi deux contextes, qui est donc le Champ Grand, qui est un site de plein air dans la Loire, près de Roanne pour le coup. Et là, donc, c'est dans le champ de Monsieur Grand, on a trouvé des silex, donc on a fait des sondages, on a les creusés, et c'est une opération très longue qui a duré plus d'une trentaine d'années, et qui est finie de manière un peu chaotique, avec un procès entre des aménageurs et l'État, et même d'autres personnes, parce qu'ils ont créé un barrage. Donc le barrage du saut du Perron, et en fait ils ont ennoyé comme ça, donc mis sous l'eau 6 à 7 sites archéologiques majeurs de différentes périodes, dont le site de Champ Grand. Sympa. Et donc ils ont fini de fouiller ça très vite à la pelle mécanique ou autre comme ils pouvaient, et en fait on a encore une grande partie du site qui actuellement est simplement et bonnement sous l'eau. Voilà. Donc pour moi c'était important de mettre un peu ce site-là en lumière à nouveau, dont mes directeurs et dont mes mentors ont travaillé dessus également. C'est un site peu connu mais qui est très riche, on a plus de 90 000 pièces lithiques, c'est énorme, c'est des tonnes de matériel, c'est fou. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été protégé, lui, du coup, vis-à-vis de ce qu'on parlait tout à l'heure, l'idée que s'il y a des sites, on est censé les protéger ou au moins les... Parce que l'aménagement imprimé. Et je cite les ménageurs, la phrase d'époque, ils ont simplement, je cite, déplacé des cailloux. C'était la ligne de défense de l'avocat. C'est parce que les lois ne devaient pas être du tout encadrées de la même façon. Mais c'était aussi beaucoup plus vieux, c'était les années 70-70. Voilà, c'est fini dans les années 80. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient dans les années 70. C'était différent. C'était différent. L'arc préventif en France n'était pas encore né avec la fin 90, début 2000, donc on était encore sur ces temps un petit peu plus obscurs. Ouais, ça marche. Et donc le troisième site ? Troisième, c'est la grotte Mandrin, donc trouvé pareil par un amateur, Gaston Etienne, dans les années 60-70, et il est allé fouiller, on va dire, les dimanches tranquillement, et puis il a montré ces silex-là à Jean Combier, qui était l'ordinateur de l'Antiquité nationale à Lyon, qui a de bout en bout mené à différentes fouilles par Yves Giraud, Pascal Livora et plus récemment Ludovic Slimak depuis 98, donc il y a 27 ans. Peut-être que vous êtes de cette année-là vous aussi, je sais pas. Non, plus vieux. On aimerait bien, ouais. Désolé pour 98, c'est mon petit frère. Là, je fais des ravages. Et donc, moi, j'ai débarqué sur ce terrain-là quand j'avais 14-15 piges. Et donc là, on a une grande séquence qui s'étend depuis cette période très chaude de 115-120 000 ans dont j'ai parlé au début, jusqu'à la fin. Donc là, on est sur les 40, 42, 38 par là en termes de datation, donc la fin du Paléo moyen en fait. Et c'est une grande séquence très fine qui couvre toute cette période-là de 120 000 ans à 40 000 ans grosso modo. Dans le sud-est de la France, c'est une séquence unique dans le sud-est de la France. Et à cet égard-là, elle est extrêmement importante et primordiale pour notre compréhension du coup de la disparition des derniers Neandertaliens. Et le point commun de ces sites-là, c'est qu'ils ont tous des galets, puisque je travaille là-dessus, qui ont des traces remarquables. Donc des impressions, des incisions, des stries, des polis, plein de choses faites comme ça que les gens, déjà parce que ces galets l'ont pas remarqué forcément avant, parce que on parlait de Combe-Grenal notamment avant, dans les vieilles fouilles les galets parfois ils les gardaient pas toujours,
Oui. Même encore aujourd'hui, parfois il y a balance en bas de la pente, parce que c'est dégalé, c'est pas du silex, c'est pas très joli, puis de toute façon il y en a partout, donc on s'en fout. C'est des cailloux, quoi. Voilà, c'est des cailloux, on s'en fout. Et quand il les garde, en fait, il n'y a pas forcément ce qu'il y a dessus. Et en fait, quand on prend le temps de les regarder vraiment précisément, en fait, on se rend compte que c'est une mine d'informations absolument sous-exploitée et sous-estimée. Ok. Juste pour revenir sur le terme de séquence que tu utilises, est-ce que tu te réfères à la quantité de matière que tu vas pour matière, je dirais, intéressante ou qui contient de l'information que tu peux récupérer, ou est-ce que tu considères que c'est plus la période que tu vas pouvoir couvrir avec le site auquel tu fais référence? En fait, on parle de séquences stratigraphiques, donc à travers le temps, les couches de sédiments, en fait, de terre, en fait, de sable s'empilent de manière, en fait, s'empilent comme des caisses, si tu veux, et donc les niveaux profonds seront en bas, puisque les niveaux récents seront accumulés dessus, en fait, et ça te fait un millefeuille. T'empiles tes couches de millefeuille de lasagne, comme tu veux. Ouais. Et donc, la séquence, en fait, c'est l'ensemble de ces couches stratigraphiques, depuis la base jusqu'au sommet de la séquence, qui permettront de voir un peu l'ampleur de celle-là, en fait, et donc toute la période qu'elle couvre à travers le temps. Ok. Mais tu peux avoir aussi parfois des interruptions entre ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un enregistrement qu'on va avoir de 120 000 ans, je sais pas, à 40 000 ans. Et puis après, pour X raison, le vent a changé, etc. Donc tu n'auras pas de sédimentation pendant 10 000 ans, 20 000 ans, peut-être plus du tout. Et après, le Mistral peut revenir et tu peux à nouveau, par exemple, avoir un enregistrement sur la fin. Mais ça, sans le dater, on ne peut pas le savoir. Ok. Sachant que pour que tu récupères, que la roche elle contienne de l'information, il faut des conditions particulières. Du coup, tu parles du vent notamment. Oui, alors il y a différentes méthodes d'apport de sédiments. L'apport éolien est un des apports majeurs, effectivement. Tu peux avoir aussi effectivement des dépôts de pente. Donc la terre tombe sur le bord des différentes cavités et donc elle va rentrer par les côtés de la grotte. Donc elle va venir comme ça en fait rentrer par là. Tu peux avoir aussi des apports de sédiments depuis l'intérieur des grottes, puisque c'est des réseaux karstiques, donc avec de l'eau dedans. Ouais, donc tu peux avoir une crue, tu peux avoir aussi des mouvements comme ça. En fait, tu peux avoir plein de manières d'avoir du sédiment piégé dans les grottes. Ok. Voilà. Et c'est des phénomènes très complexes qui peuvent parfois en fait détruire des sites. Il y a sûrement des centaines de sites qui ont été détruits par ces processus-là. Ouais, d'accord. Donc la nature parfois nous aide et parfois nous punit aussi. Ouais. C'est pas toujours, elle conserve un peu, mais pas que, quoi. Ouais, puis parfois ça conserve très mal. Par exemple, en Bretagne, les sols sont très acides, donc l'os en Bretagne n'est pas conservé, ou très très mal. Ouais, okay. Pourtant, même des périodes récentes, médiévales, modernes ou autres, on n'a pas d'os, parce que les sols bouffent les os. Ok, sympa. Et si on revient donc sur ton objet d'étude qui est le galet particulier, comment t'expliques qu'il a été du coup boudé par la recherche? Parce que moi, instinctivement, je me dis, à partir du moment où tu vas étudier les strates et pourquoi un caillou plutôt qu'un autre? Donc je capte que le silex, il était utilisé pour plein de choses sexy et flashy, quoi. Mais pourquoi t'as envie de prendre chaque millimètre du truc et de dire j'étudie chaque truc qu'il y a, même la terre. Est-ce que c'est des méthodes qui sont apparues qui ont permis de donner un meilleur insight dans ces roches-là, ou c'est juste que vraiment ça a été fait de façon... C'est pas tant les méthodes en fait que l'histoire de la recherche. La préhistoire, les cultures ont été définies et basées sur la manière dont les hommes ont taillé le silex à travers le temps. Okay. Et donc en fait en ça, c'était en fait déjà c'est de la pierre, donc ça se conserve, on en trouve sur tous les sites archéologiques préhistoriques, tu auras de la pierre conservée et généralement du silex, majoritairement du silex, donc tu es sûr d'en trouver. On a posé les grands jalons archéologiques des périodes et des cultures là-dessus. Et puis aussi effectivement c'est quand même plus sexy que matière première. C'est, on va dire, plus noble, et on était en fait encore, mais pas que par la préhistoire, par exemple, on s'est mis à faire l'archéologie des petites gens de manière très récente en archéo. Avant, c'était beaucoup plus la noblesse, le clergé, les choses comme ça, tous les empereurs, pour les périodes antiques ou médiévales. Donc, c'était un peu l'archéologie du bling, des grandes feuilles de laurier, etc., des lames, des pointes, des matières premières plus nobles. Et puis, en fait, à travers le temps, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus que ça. Mais parce qu'un site archéologique, c'est à chaque fois des milliers de pièces, de la faune, ou des pierres, taillées ou pas taillées d'ailleurs, en plus des charbons, des choses comme ça, parfois des gravures, des peintures, etc. En fait, donc on a une multitude de choses à analyser et à étudier. Et donc parfois il y avait aussi un manque de spécialistes, parce qu'un manque d'intérêt. Et donc simplement, les choses étaient balancées, ou parfois conservées, en fait, pas étudiées. Moi j'ai trouvé beaucoup de collections que j'étudie actuellement, au fin fond des musées, en fait, et personne ne savait que c'était là. Parfois même les conservateurs.
Ça ressemble un peu à comment est-ce qu'on étudie l'histoire de façon générale, où Tout à on fait. s'intéresse que aux nobles, aux riches, aux gens qui ont fait de la politique et dont on a des traces plus importantes parce qu'ils ont fait écrire des bouquins sur eux et donc tout le monde les connaissait. Là où la vie des gens réellement, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là, c'est un peu plus difficile à reconstruire historiquement parce que on a moins de traces, on a moins de et on s'y est moins intéressé jusqu'à présent. Exactement, tout à fait. Et puis après, on a aussi d'autres roches qui ont été taillées, comme le quartz, des roches volcaniques ou autres. Tous les trucs qui font un peu bling bling justement. Ouais, pas ça justement, parce que comme on dit, la nature en fait a parfois des effets néfastes là-dessus, donc ça va perdre de son éclat, ça va s'émousser, ça va parfois partir en poussière. Parfois, on aura quelques millimètres de la roche qui vont être dégradés par le sol et leur acidité ou les différents processus dans le temps, alors que le silex résiste de manière générale beaucoup mieux. Puis il faut dire ce qui est, ils font les plus belles pièces sur silex. Okay. Ouais, ok. Le silex, il est composé de quoi pour qu'il soit si stylé par rapport aux autres, si bien conservé et aussi... De la silice, c'est de la pierre, simplement en fait. Donc tu as beaucoup moins d'attaques chimiques, acides ou autres qui ont prise dessus. Elles auront des prises, mais beaucoup moindres. Ok. Et du coup, toi, tes galets, c'est quel type de... Est-ce que c'est genre n'importe quel caillou et peu importe? Eh ben non. parce que il y avait un mot hyper intéressant dans ton résumé de thèse que tu m'as envoyé, c'est qu'il y avait roche tendre. Et moi, je me suis demandé déjà comment une roche, ça pouvait être tendre. Parce que ça n'a pas de sens dans mon cerveau, ce genre d'association. Ça me fait penser à l'épisode 2 qu'on a eu avec Nina sur les mots que tu mets ensemble et qui n'ont pas de sens, où tu donnes des propriétés, genre tendre, une roche tendre. Elle va te faire un câlin, je crois. Ou alors elle est malléable. Tout le gada. Exactement. Donc pourquoi de la roche tendre? Et du coup, ces cailloux-là, est-ce que c'est des cailloux random ou est-ce que ils ont des propriétés particulières qui te permettent de définir que c'est ce galet et alors, il a un sens? On pourrait croire qu'ils sont random, ouais. Mais pas du tout. Ok. Déjà parce que je les trouve très beaux. Voilà. Avis totalement subjectif, mais c'est mon avis. De façon tout à fait objective. Tout à fait, voilà. Ils ont, en fait, ces galets été sélectionnés. Ils n'ont pas été introduits n'importe comment, n'importe quel galet de toutes les formes ou alors roches. Il y a une vraie sélection qui s'opère, parfois drastique. C'est-à-dire que parfois, j'ai des galets, puisque du coup, j'ai dû faire les corpus pétrographiques. Donc, en fait, j'ai dû aller me balader des semaines entières, gros fun, dans les cours d'eau, donc Loire, Dordogne et Rhône, pour mesurer des milliers de galets. C'était très long, surtout vers la fin, comme éternité. Et voir un peu en fait, ce qu'on avait comme composition de roches dans ces fleuves-là. Et quelle taille et quelle forme aussi. Et par exemple, je me suis rendu compte que ceux qu'ils ont sélectionnés parfois, ça correspond à moins de 2% de ce qu'on a dans certains fleuves. Donc c'est vraiment, ils voulaient cela et pas autre chose, quoi. Et des roches tendres, parce que on a des roches assez dures, quartzite, quartz, etc., qui sont extrêmement costauds, dont on a utilisé plein de choses à travers le temps. Et des roches plus tendres, comme le calcaire notamment. Qui sont plus friables, quoi. Qui en fait a une échelle de dureté, puisqu'en fait toutes les roches ont une échelle de dureté, même les pierres précieuses, un diamant, etc., donc qui est l'une des plus dures, puis en fait le silex c'est très dur aussi, et on va comme ça descendre, décroître à travers différentes roches, basalte ou autres, et le calcaire qui est lui relativement tendre, comme les poudingues aussi, la molasse ou autre. Mais tendre parce que, moi j'ai étudié aussi une roche qui s'appelle la phonolite, même aussi le basalte en fait, qui sont des roches d'origine volcanique, l'explosion de volcan ou autre, ont découlé de lave, qui, en fait, je l'ai dit, à travers le temps, vont s'altérer. Et cette altération-là donc, va faire, on va dire, rendre les premiers millimètres de la roche tendres. Par opposition au cœur, qui est encore relativement dur. On aura comme ça sur certains galets de différentes tailles, 3, 4, parfois 5 mm dans la roche, qui seront tendres. Et ça, selon la manière dont on va tailler nos outils et ce qu'on va vouloir l'employer, on n'aura pas la même réponse mécanique selon si on utilise une pierre dure d'une pierre tendre. Donc pour eux, c'est méga intéressant. Je pense que là, du coup, on a les sites, on a les types de roches. Je pense que ma question ensuite, c'est on a l'époque aussi. On a l'époque. Il nous manque un peu quelle est la question que tu te poses et qu'est-ce que tu veux en faire de ces galets. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à ces pauvres galets? Plein de choses, et rien à la fois. Je t'ai vu, tu les découpes. Tu nous as montré des tiroirs où tu as découpé des galets. C'est ça, des planches anatomiques de galets, terrible. La grande question, en fait, c'est de savoir, parce qu'ils ont plein de traces particulières, des cimates remarquables, des stries, des incisions, d'impressions, des polis, etc. En fait, plein de traces d'usure, finalement, qui sont liées à des gestes et des dynamiques d'utilisation. En fait, c'est de savoir dans quoi ils s'insèrent, pourquoi ils ont été utilisés, et puis
En fait, ça vient compléter tout un panel de la boîte à outils de ces hommes et femmes-là qu'on n'a jamais ou très peu en fait renseigné. Oui, parce qu'on s'intéresse beaucoup au silex, à savoir est-ce que c'est des outils, des on machins, a des en trucs. fait beaucoup d'outils tranchants qu'on a étudiés, silex, d'autres roches. J'en ai aussi sur ces roches-là, un peu plus, on va dire, mal aimées, mais il y en a beaucoup aussi. Mais les objets contendants, qu'on connaît de manière générale, mais on a des grandes, vraiment, on dit que c'est un percuteur. Ok, on passe au suivant. Voilà. Donc un outil pour tailler la pierre. Oui, mais non, en fait, ça recoupe plein d'autres choses différentes. Voilà, c'est une appellation générique. En fait, derrière cette appellation générique-là, il y en a plein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Qu'on éclaire avec un flambeau. Ok. Donc l'idée, c'est de savoir quel usage on a de ces outils-là. Et nous, habituellement, ce qu'on visualise quand on parle d'archéologie de ce domaine, c'est, en tout cas moi, ce qui me vient directement, c'est la datation au carbone 14 ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, ou tu te bases simplement sur comment dire, les traces qu'ils vont porter vis-à-vis de leur usage? Est-ce qu'il y a aussi une datation de ce que tu récoltes? Alors, les galets sont dans des niveaux archéologiques qui ont été, eux, datés. Okay. Mais dater le galet en tant que tel, c'est pas possible. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de savoir le galet, quel âge il a si tu récupères un galet. Alors on sait quel âge il a parce qu'il est il est contenu dans un niveau de sédiments de terre qu'on a daté sur des grains de quartz, donc par OSL ou autre, dans des niveaux comme tu dis assez récents, donc vers 50 000 ans maximum le carbone 14. Au-delà c'est plus efficace. Mais voilà, on a une couche rattachée à ça, à ces galets, dont on connaît l'âge, et donc on sait que ils ont environ tel âge. Ok. Voilà. Mais dater le galet en tant que tel, c'est pas possible. Ok. Enfin, pour le moment, c'est pas possible. On n'a pas de. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour. Mais même de manière générale, je pense pas qu'on ait chimiquement des manières de dater ça plus tard. Ok. Je crois pas. Et donc une fois que, les questions que tu te poses vis-à-vis de ces galets, c'est quoi les méthodes que tu vas utiliser précisément? On sait que on a vu plein de microscopes dans ton labo, on a vu plein de coupes de ces pierres. C'est ça. Frankenstein. Exactement. C'est quoi ton ensemble de méthodes? C'est le mot barbare qu'on a vu au tout début, c'est la pétro-techno-éco-fonctionnalité. Ah yes. Voilà, celui-là, il fait des points. En fait, c'est simplement, j'ai commencé du général vers particulier. Donc avec une grille très large d'abord, donc la pétro-archéologie, donc l'origine des roches, et donc savoir quelles roches j'ai dans mon corpus archéologique, et donc qu'est-ce qu'ils ont ramassé comme galets concrètement, et quelle taille il fait. Okay. Et effectivement, j'ai eu des bons résultats là-dessus déjà, puisque j'ai pu voir qu'ils voulaient un certain nombre de galets, donc pour ça, comme je l'ai dit, je suis allé ramasser longtemps, mesurer longtemps des galets. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils y vont pour faire du canoë. C'est ça, voilà. Et moi, ils me voient passer, des gens me posent des questions bizarrement, ils me regardent bizarrement, mais c'est qui ce mec-là? Il mesure les galets, en plus il les repose. Juste un mec chill, passionné de cailloux. T'as intérêt à avoir un bon podcast parce que parfois c'est long. Donc, notamment taisez-vous, dans ce cas-là c'est super. Ah, nickel. Merci. Donc, la pétroarchéologie, donc comme ça tu peux voir quelle est l'origine des galets, donc voir s'ils prennent ça sur les... Donc en fait on a différentes terrasses alluviales qui forment les galets, donc nos plages si vous voulez, qui sont plus ou moins anciennes, et plus elles vont être anciennes, moins on aura de roches, et plus on aura des tailles et des morphologies différentes, puisque en fait, comme je dis, la nature va faire son œuvre, et va dissoudre ou attaquer certains galets, donc certaines roches. Donc en fonction des roches, on en aura plus ou moins d'expression selon les terrasses. Donc ça c'est important pour voir si eux-mêmes allaient chercher ça plutôt dans les terres, plutôt en haut, ou s'ils allaient chercher ça vraiment au bord de l'eau. Voilà. Et donc la réponse c'est ils ont fait les deux. Okay. Ensuite la technologie, c'est la manière dont ils ont taillé leurs outils. Et parce que certes on a beaucoup de galets qui sont encore bruts, on va dire complets, mais ils ont fait aussi beaucoup d'outils sur ces galets là. Où ils ont débité, donc ils ont frappé les galets pour faire des éclats tranchants, où ils ont façonné à l'opposé, donc ils ont pareil, mis des coups sur ces galets-là. Les éclats qu'ils ont obtenus sont peut-être utilisés, mais là, dans le cas du façonnage, c'est des déchets. Et ce qui en fait importe, ce qui importe à la fin, c'est l'objet qu'on a taillé en enlevant des éclats dessus, qui lui va être intéressant parce qu'il aura encore un poids, une forme particulière. Donc en fait, on va projeter son esprit dans la matière pour lui donner une forme particulière. Okay. Donc on a différents types comme ça d'outils très particuliers comme des hacherois, des bifaces ou autres. Ok. Et donc ça vous arrive aussi de prendre un caillou, je vais dire un caillou parce que par habitude, mais un galet qui vient pas de cette époque-là, qui est pas sorti d'une couche, pour vérifier si vous faites des traitements dessus, vous arrivez à retrouver la même chose que ce que vous voyez.
C'est-à-dire Est-ce que c'est clair ou pas? Toi, tu vois des stigmates remarquables sur tes galets. Ils ont quelque chose que tu repères comme une activité potentiellement humaine dessus. Tout à fait. Est-ce que ça vous arrive de prendre un caillou qui n'a pas ça, qui a la composition qui ressemble d'un point de vue chimique à celui que tu étudies, et de voir comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ces stigmates-là? Exactement. C'est en fait toute une branche de l'archéologie qui n'est pas connue, qui s'appelle l'archéologie expérimentale. Ok. Et ça, j'en fais beaucoup, c'est très utile en analyse fonctionnelle. Donc on va prendre les mêmes objets au plus proche, donc les mêmes cailloux, les tailler de la même manière. Déjà, on va comprendre des choses. Ouais, Parce pour que savoir les comment roches- ça a été fait. Parce que voilà, en fait, tout à fait. Les roches ne sont pas pareilles en fonction de si tu tapes sur un silex ou un calcaire. Et on va ensuite les utiliser. Pour voir. En fait, donc, plein d'hypothèses différentes. Après, on regarde les traces qu'on a sur un objet expérimentaux. On regarde sur l'archéo. On compare. Bingo, ou bah, sinon tu recommences tout. Ouais, Voilà. a Donc priori, ça, c'était pas une pointe de flèche. Ça, c'est tout un pan de l'archéologie qui est extrêmement foisonnant actuellement, en fait, et ça va pour tout. Guédelon, c'est l'arc expérimental. L'Hermione, c'est l'arc expérimental. Refaire un château fort, c'en est un coup. Faire des pirogues néolithiques, c'en est. Tailler le silex, c'en est aussi. Découper un bison ou un cheval, tout ce que tu veux avec du silex pour avoir des traces de boucherie sur les objets, et de découpe sur les os, c'est l'expérimentation. Ok. Donc en fait, même refaire des céramiques, de la chauffe, tu peux en faire sur beaucoup d'aspects de l'archéologie et c'est fondamental. Ça nous a permis de comprendre un paquet de choses. Ok. Donc si on revient sur notre super mot à 1000 préfixes, donc tu as dit où on va trouver ces galets-là, donc sur les, je sais plus comment t'appelais ça, des plateaux Sur les terrasses. Oui, voilà, sur les terrasses. différentes Les terrasses. plages. Sur les plages. Les Sur les terrasses. plages. Je vais appeler ça une terrasse maintenant. Les traitements qu'ils ont pu subir, du coup, et il y avait un troisième plan. Il y en a 4 même. Il y en a 4. Oh mon Donc, Dieu. le troisième, c'est l'économie. Ok. Puisque donc là, on rentre dans en fait, qu'est-ce qu'ils ont sélectionné comme roches, pourquoi, comment elles ont été intégrées dans le site, et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière, comment ils les ont taillées. Et donc en fonction, on voit qu'ils n'ont pas taillé les roches, en fonction des gabarits, du poids, ou des types de matières premières, de la même manière. Donc là, on touche vraiment au choix de l'artisan. C'est ok, je suis allé sur ma terrasse, porteuse ou pas, on s'en fout. Je suis allé prendre ce galet-là, parce que je voulais faire tel outil dessus derrière, et je l'ai ramené comme ça chez moi. Okay. Donc là, tu es vraiment sur, ok, bah, toi, tu vas au supermarché, tu vas prendre tel paquet de céréales ou autre pour faire telle chose à la fin. Et à la fin, il reste ton paquet. Okay. Donc tu vas vraiment dans le choix mentaux et design cérébral des personnes. Donc tu peux vraiment rentrer dans l'intimité des gens. Tu fais de l'empathie avec de lointains cousins. Exactement. Okay. Ce ne sont pas nos cousins, mais... C'est un autre débat. Voilà. Et le dernier, donc, c'est la fonctionnalité. Donc, comme tu l'as très bien dit, on va utiliser l'arc expérimental pour comparer les traces que j'ai sur mes galets avec d'autres types de traces que moi j'aurais pu faire, avec plein de gens à travers le monde de la France et l'Europe, qui sont plus spécialisés de différentes choses. On a aujourd'hui des gens qui font que de l'expérimentation, qui sont là-dessus des bibles de référence, donc c'est absolument génial. Jeunes ou vieux d'ailleurs. Et donc on compare ces traces expérimentales avec les traces archéologiques, et derrière on peut dire bah ça match ou ça matche pas. Et parfois on a même des mêmes activités qui font les mêmes traces, et là tu dis merde. Parce que tu peux pas forcément dire si c'est l'une ou c'est l'autre. Ouais. Il y a forcément une part d'incertitude de toute façon dans ce genre de travail. Bah, disons que tu vas devoir affiner ta grille d'analyse pour aller à des échelles microscopiques pour savoir, pour avoir vraiment des détails qui permettent de trancher ou pas. Sachant que, comme je l'ai dit plusieurs fois, la nature fait son œuvre. Donc parfois, ces détails ténus qui permettent de dire oui ou non, bah, en fait, ils sont parfois plus là. Ouais. Oui. Donc tu l'as dans l'os. Ou dans le galet, comme tu veux. Comme tu veux. Tu peux être frustré. Ouais, j'imagine. Les galets que tu as récupérés, donc qui viennent de ces 3 terrains-là, est-ce que tu as toi-même fait des fouilles dans ces terrains-là, ou est-ce que tu récupères que des fouilles précédentes? Et du coup, comment tu gères le fait que ces fouilles précédentes n'ont pas forcément tenu compte de autre chose que du silex dans ton analyse de ce qu'il y a dedans? Alors, j'ai fouillé sur 2 de ces terrains-là. Ouais. Mandrin, où j'ai commencé l'archéo, et Comgrenal, où j'ai pu manquer sous la direction de mon directeur de thèse, Jean-Philippe Fèvre, où j'ai pu être 2-3 ans. Faut savoir que par contre, la majorité des galets que j'étudie sur Comgrenal ont été collectés par François Borde. Okay. Donc même s'il balançait des choses, le vieux, il a quand même gardé des trucs. Gardé cela. Maintenant, est-ce qu'il a tout gardé ou pas? Je sais pas, par exemple, quand on a repris la fouille, on s'est rendu compte qu'il avait dû garder, lui, environ 5-6% de la faune totale. Okay. Il gardait les dents, les crânes ou autres, le reste il balançait.
Ouais, des trucs qui l'intéressaient pas. Voilà. Et la Donc, flore, on n'en parle pas, j'imagine. Voilà, c'est pas conservé pour le coup. Donc, Ouais. Il n'y a pas des fossiles d'empreintes de végétaux ou de trucs. on a parfois du bois fossilisé, des choses comme ça, mais c'est des contextes très particuliers et on n'a pas ça comme on a pour le coup. Ok. Mais effectivement, parfois c'est le cas. Effectivement. On a aussi beaucoup de pollen, notamment, qui sont préservés dans les sédiments. Mais donc, à Combe-Grenal, on sait qu'il a balancé des choses, peut-être pas tout. En tout cas, voilà, moi j'étudie ça majoritairement. Et issu des nouvelles fouilles, dont j'en ai trouvé beaucoup. D'ailleurs, c'est comme ça en fait que j'en ai trouvé, parce que je fouillais là-bas un jour, et j'étais au tamis, donc je tamisais le sédiment à 3 mailles. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce galet, il a une trace particulière. Donc j'ai montré ça à Jean-Philippe, on a discuté, on a regardé tous les galets, il y en avait tous. Et puis on allait voir au fond du musée, et on a fait bingo, il y en avait plein. Ouais. Mandrin, c'est vu depuis longtemps. Donc il y en a beaucoup moins, mais par contre quand on le garde effectivement, donc là c'est pas de problème de ce côté-là. Et après ça dépend des sites et de qui fouille ces sites-là. Par exemple, Changrand, ils ont gardé tous les galets. Ok. Il y en a plus de 9000. S'il y avait des collectionneurs de galets dans les gens. En fait, ils ont fait une archive, donc ils ont tout gardé. Donc ça dépend en fait à l'époque qui fouille les sites. Par exemple, je sais qu'il y a des corpus de références immenses comparables à ce que j'ai moi en Crimée. Bon, manque de bol, c'est un peu le bordel là-bas, donc on ne pourrait pas aller voir ces galets-là. Ouais, là en ce moment, bof. C'était le plan d'ailleurs à la base. Hein. Mais bon, il y a Ok. un petit phénomène qui est pété entre deux. Mais en tout cas, voilà, on sait que là-bas, dans les années 50-60, des vieilles fouilles, ils ont tout gardé aussi. Donc ils ont des milliers de galets. Pareil au Levant, Proche-Orient ou autre, on en a beaucoup, en Palestine notamment ou autre. Pareil. Pareil, voilà. Des Je sites crois que je vais arrêter de archéologiques. faire de l'archéologie parce que dès que je vais quelque part, ça crée des guerres ou autre, c'est le bordel. Moi, j'en ai marre. Petit génocide. Bon, C'est ça. je choisis pas un nouveau terrain. Non, je vais me calmer, promis, j'arrête l'archéologie. Non, c'est pas vrai. Mais contente-toi de ce que tu sais déjà. Voilà. Donc en fait, on en a peut-être plein, mais qui ont été balancés. Donc Ok. j'ai fouillé sur 2 d'entre eux, pas le 3e parce que me dit maintenant il est sous la flotte. J'y ai été, j'ai plongé un peu pour voir un peu quelques éléments. Il y en a encore conservé, je pense que c'était bien conservé malgré tout, mais il est sous l'eau. Ok. Un peu chiant. Mais Donc, fin de la question. bon. Mais, oui, comment tu gères le fait que, du coup, potentiellement, ils ont raté des trucs? Est-ce que tu en tiens compte dans la façon dont tu étudies tes galets, dans l'analyse que tu fais derrière, en te disant, là, il y avait peut-être 3% de ce qu'il y avait vraiment, et du coup, si ça se trouve, ça, je l'interprète comme ça, mais il y a peut-être d'autres galets qui avaient d'autres stigmates, et en fait, c'était plus ça qu'il faut. je le vis très mal, j'en pleure toutes les nuits. Ok. Non, en fait, l'archéologie. Comme un chercheur normal. Exactement, mais comme tout docteur en fin de thèse, je crois. Vous connaissez. Ouais. Non, l'archéologie, en fait, on se base beaucoup sur des hypothèses parce qu'il faut savoir qu'on étudie en fait des fragments de collection. On a eu des occupations très intenses à travers l'Europe. On a fouillé peut-être une centaine de sites à travers la France pour ces périodes-là, et encore peut-être moins. Mhm. Parmi ces sites-là, parfois c'est mal conservé, parfois c'est 10 mètres carrés, parfois c'est 100 mètres carrés, parfois c'est 40 mètres carrés, ça dépend. Donc peut-être qu'en fait, on est à côté du gâteau, on a tapé à côté, manque de bol. Ouais. Quand on a des galets, c'est cool, parfois ils ont été balancés, récupérés autres. Donc en fait, faut être conscient qu'on raisonne sur des bribes, de fragments. De tel endroit où tu as creusé, et en fait, ça se trouve, Voilà. tu as tapé Donc, en un poil fait, à côté. Et, On a surtout fait une conception moderne, en fait, où on projette nos propres paradigmes actuels et nos propres biais scientifiques sur ces populations. Donc on essaie d'être au maximum objectif. Dans tous les cas, en fait, on fait un échantillonnage, quoi qu'il arrive, par le terrain. Et moi aussi, j'en ai fait un, puisqu'en fait, 8000 galets, c'est beaucoup trop pour une simple thèse. Oui. Donc j'ai regardé les 8000, 9000. J'ai pris tout ce que je pouvais, donc les métriques, le poids, la matière première et la forme. Et j'ai gardé ceux dans lesquels on avait les plus belles traces sur ceux, donc environ 2000, ce qui est beaucoup déjà. Et dans ceux-là, je vais en étudier au microscope ou autre, 300, 400, pas plus. Okay. Parce qu'en fait, simplement, pas le temps. Oui, sur 3 ans de thèse, mais c'est déjà un bel échantillonnage. Et j'ai pris les traces les plus particulières que j'avais. Donc j'espère avoir un élément, on va dire, assez large, un corpus assez bien représenté. Maintenant, voilà, on sait qu'on raisonne toujours sur des morceaux de collection et d'humanité et de fragments du passé. Okay. Et tu fais des analyses statistiques du coup sur ce que tu retrouves ou c'est du qualitatif seulement? Je fais les deux, donc, puisque c'est principalement du qualitatif pour la pétro-archéo, la technologie, l'économie et la fonctionnalité. Ouais. Mais maintenant, j'utilise aussi le microscope confocal, donc pour scanner différents types de stries archéologiques que je compare à des stries que j'ai scannées en expérimentation.
Ok. Voilà. Et donc là, effectivement, on est sur du R, sur du Python, sur de la donnée quantitative beaucoup plus costaud. Ok. Mais pour ça, je fais appel à des très chers collègues statisticiens, dont Lloyd Courtney, qui étudient beaucoup ces phénomènes-là, et qui, eux, ont mis au point des codes monstrueux pour ça. Ouais, Ouais, c'est parfait. ça. Ce que j'allais dire, je suppose qu'il y a forcément des gens qui ont fait des modèles mathématiques de prédiction de ce que ça doit donner, et toi, tu peux rentrer tes données. Moi, les maths, j'ai arrêté en seconde. Ouais. Bah oui, le bac L ne t'a pas aidé. Non, je m'y suis remis et ça va mieux, mais bon. Ouais. De toute façon, moi je trouve que c'est quand même mieux de s'entourer de personnes qui maîtrisent vraiment les algorithmes qui vont être utilisés ou les modèles statistiques, parce que bon, quand on revient sur la science qui a été faite ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, on se rend compte qu'il y a plein d'articles qui ont des biais énormes juste parce qu'ils se sont pas entourés des bonnes personnes et qui se sont parce improvisés. Parce qu'on faisait pas de transdisciplinarité et que tu mélangeais pas des gens. Ouais, et puis faut aussi, je pense, mettre aussi les gars de côté et dire en fait, bah voilà, moi mon domaine c'est ça, ils sont meilleurs là-dedans, on va voir avec eux, parce que moi j'ai pas forcément de mot à dire là-dessus. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on essaye un peu maintenant de faire des mélanges dans les labos, d'avoir des statisticiens notamment pour s'améliorer en stats, mais c'est pas le cas dans tous les labos. Il y a plein de disciplines où ici, ils font toujours n'importe quoi en stats. Ici, on en a plusieurs. Et on les chérit. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Si seulement j'en avais un dans mon labo, je l'appellerais tous les jours. Et donc, maintenant qu'on a parlé un peu des méthodes... moi, j'ai juste une dernière question sur la méthode. Vas-y. Et après, je te laisserai poser ta question. Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ressemble ta journée quand tu es au labo, quand tu es au boulot? Parce que j'imagine que tu fais à la fois de la paillasse, à la fois de l'observation, à la fois de sûrement écrire des articles et faire des choses. Ça se découpe comment un peu au quotidien, ta thèse, ça ressemble à quoi? Déjà, ça dépend de la soirée de la veille, pour commencer. Non, c'est jamais très variable, puisque quand je vais être sur le terrain, effectivement, on va être purement dédié à la fouille. Donc voilà, on est sur le terrain à 9h, 8h30, on se met une journée dans les pattes, et le soir, on fait du laboratoire, et puis... c'est une vie en communauté, un peu comme en colo, donc on essaie d'avoir des moments chacun pour soi aussi. Puis le soir, on va se remettre sur du labo, des grandes discussions parfois de spécialistes, parfois qui ont une unité pour décompresser. Ça dépend. Si on va parfois regarder du matériel, échanger en fouille, ça peut être très variable. Ça dépend de l'équipe, des teams et des terrains, parce que parfois on a des terrains très durs d'accès, beaucoup plus compliqués physiquement. Ça c'est environ 2 à 3 mois de mon année. J'aimerais plus, mais faut être aussi à labo pour faire la thèse. C'est comme ça. On peut pas juste fouiller. Je suis passé de près 6 mois de terrain à 2 à 3 mois parfois. Au début, on m'a dit plus du tout. Sinon, pas possible. Plus du tout, impossible. Moi, c'est pour le terrain. D'ailleurs, j'ai eu assez mal le labo parfois parce que c'est coupé de tout ça. Et on n'a pas les mains dans le cambouis. Et pour moi, c'est là que ça se fait, l'archéologie. En labo aussi, certes. Mais moi, je suis plus sur le terrain. Donc, en laboratoire, on a différentes phases. Donc, par exemple, au début, quand j'ai échantillonné tous mes galets, j'ai passé des 8h, 22h, 23h, parfois plus à dormir là, pour regarder tout très vite, tout aller très très vite et tout regarder, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et là, de manière un peu plus tranquille, on va dire, c'est 9h au labo. Là, actuellement, je suis en train d'analyser donc, à la binoculaire aux différents microscopes mes expérimentations. Donc, avec une base de données Excel ou Access derrière. Je fais ça sur quelques heures. Après, quand j'en ai marre, parce que j'ai plus d'yeux, je me mets sur des articles ou autres, ou sur des bibliographies, des choses comme ça, où on va discuter avec les collègues pour dire tiens, j'ai telle question là-dessus, t'en penses quoi ou autre, pour un peu essayer d'échanger. Donc, comment on fait, on a dit juste avant de l'interdisciplinarité. Ça peut être très variable. Et l'après-midi, pareil, je m'y remets. Mais j'aurai des périodes de rédaction intenses où je vais me mettre en mode ermite chez moi pendant 2 semaines, bosser un article ou des périodes, voilà. Donc, c'est assez hétéromorphe, on va dire. J'ai beaucoup de mal à me cadrer à une journée type, parce que j'aime pas les routines. Donc, en fonction de comment je me lève et qu'est-ce que je me fais comme liste à puce le matin, je me dis, tiens, aujourd'hui c'est plutôt comme ça, comme ça. Ça dépend des envies. Mais j'ai la chance d'avoir un directeur extrêmement souple là-dessus, qui est extrêmement compréhensif, avec qui je m'entends extrêmement bien. C'est presque louche parfois. On fait des blagues et tout, presque bizarre pour une relation doc-docteur. Je pense que c'est le mieux. C'est le mieux, donc j'ai conscience de la chance que j'ai, donc il me laisse toute liberté là-dessus, donc tant qu'il voit que ça avance bien correctement, je le fais des rendus réguliers, toutes les 2 semaines ou tous les mois, et puis derrière j'ai carte blanche. Mais par contre je pense que là dans la phase de rédaction il faudra plus cadrer pour arriver à être plus efficient sur la fin, mais ça va le faire. Tu verras peut-être un peu moins le terrain pendant cette période. Je pense que je vais le voir quand même. Peut-être pas le soleil non plus. Très blanc. Déjà dans les grottes, on n'est pas au soleil, mais
Le bronzage archéologue, c'est comme les cyclistes. C'est short t-shirt, parfois des bardeurs, une lunettes de soleil, le chapeau. Mais non, moi je trouve ça important même de rédiger sur les terrains. Ok. Donc je vais y aller, mais pas pour fouiller, seulement Ouais, quand je pèterai ok. un câble. Mais sinon, ça va d'être proche parce que c'est là aussi qu'on voit les pièces, qu'on discute et qu'on est vraiment confronté aux vestiges des populations, de là où ils ont vécu, où elles ont vécu. Donc ça peut aussi Ça peut te permettre faire penser à des de trucs. débloquer des choses et d'être un peu plus direct. Ouais. T'es moins isolé, t'es moins coupé de tout ça. Ok. Et alors, vu que tu as commencé et tu vas te mettre à fond dans la rédaction, est-ce qu'il y a des résultats que tu aurais envie de nous partager avant qu'on en termine sur la thèse? Il y a des trucs marquants que tu as envie de donner aux auditeurs? Bonne question. Résumé 3 ans en 3 minutes. Ma thèse en Si, 80 secondes. Exactement. Déjà, tu as Très fait beau une défi. intro. On a l'intro et les méthodes, donc en soi. Non, des résultats marquants. Beaucoup, parce que en fait, ces galets-là ont permis un peu de redéfinir les objets du quotidien Ok. de ces populations-là néandertaliennes. J'ai trouvé en fait, qu'il y avait une sélection drastique. On disait oui, ils prenaient tous les galets. Non, ils prenaient pas tous les galets, ils prenaient certains galets. Nous d'ailleurs, on prendrait beaucoup ceux-là pour faire des ricochets. Ok. Ok. S'il Est-ce vous qu'ils plaît, faisaient des ricochets? laissez les galets en place. s'il vous plaît. Donc ça, c'est une première fait marquant pour plein d'objets différents. Et notamment pour travailler leurs outils en pierre. Donc on a vu justement en fait des très petits outils qui posent des questions de préhension assez marquées en fait. Et c'était des populations plus robustes. Donc déjà nous on galère à les tenir. Parfois ils font moins d'1 centimètre, 2 centimètres. Donc ça pose des questions d'emmanchement qui sont très particulières à cette époque-là. J'ai aussi donc mis en lumière des outils pour aigriser les bords, donc en fait, pour préparer le bord des silex avant de mettre un coup dessus. Ok. Ça on en avait les traces, mais on n'avait pas l'outil qui servait à ça. Donc, Et gros après, résultat a aussi. priori, du coup, c'est C'est tes ceux-là, galets. j'en suis persuadé. Ok. Faut que je peux prouver à plus B, c'est en review, mais ça sera bientôt. Et je pense le plus gros pour l'instant résultat, c'est la mise en évidence de supports de découpe, de préfètes des planchers découpés, Ok. Ok. de précision. Puisque parfois j'en ai qui font 30 cm et parfois j'en ai qui font 3 cm. Donc c'est pas du tout les mêmes échelles de stries et même je veux dire de technique. Mhm. Pourtant les stries au confocal, ce que je vois donc vraiment quantifiées sont les mêmes, donc j'ai aucun doute là-dessus. Et ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais mis en évidence à travers le monde, donc c'est la première fois, donc c'est un gros résultat. Ok, trop bien. Donc, au paléolithique moyen, ils avaient des planches à découper. Voilà, mais ça renseigne surtout sur ce qui est découpé, puisque je peux faire la différence entre des matériaux tendres ou durs. Et Mhm. donc, selon la taille des stries, par exemple, les plus petits supports, c'est des stries d'1 centimètre, parfois moins. Donc, ça pose les questions de qu'est-ce qui est découpé. Ils voulaient faire des découpes de précision sur des éléments, notamment tendres. Et donc, je pense, pour le coup, typé boutonnière ou autre. Donc, tu rentres vraiment dans la gestuelle quotidienne de qu'est-ce qui est découpé, peut-être, sans trop s'avancer, peut-être quels vêtements ils faisaient, Ouais. quel processus ils avaient, des fibres végétales, des écorces, des crins, des peaux, des choses comme ça, en fait. Et tout ça, ça a disparu sur les sites. On l'a plus. Oui. Il n'y aura que les Attends. os et les cailloux. Donc ma cache. Et donc grâce à ça, on peut voir qu'en fait, ils travaillaient plein de trucs. On le savait. Mais ça me permet aussi de voir un peu comment ils travaillaient ça. Et ça, je pense, c'est un truc super important parce que faut casser cette image de la brute, on va Oui, dire, qui tape du sur siècle des trucs. dernier. Ouais. Et pour autant, il faut casser pierres à l'image feu, quoi. voilà, tout à fait. Et pour autant, il faut casser l'image qu'on a contemporaine de l'homme parfait, écologiste, altruiste, tout Oui, ce qu'on oui. veut. Voilà, faut trouver un entre-deux. Oui, Et bah, ça, actuellement, c'est c'était- pas possible. Enfin, c'est compliqué. Ok. Voilà, je trouve que ces supports de découpe-là, ou de travail des peaux, permettent vraiment de rentrer dans la gestuelle quotidienne et des savoir-faire très précis qu'on n'avait pas repéré jusqu'à maintenant. Ok. Et est-ce que tu vas pouvoir savoir pendant ta thèse qu'est-ce qui avait été découpé? Est-ce que tu vas genre refaire je sais pas, utiliser des tissus, utiliser Alors- des trucs de l'époque pour voir si tu retrouves les mêmes stries quand tu utilises sur ce galet, sur ce type de galet? Ça, c'est pas possible d'aller à ce point-là de détail. Ok. Je peux te dire si c'est des matériaux durs ou tendres. Ok. Ça, je peux te le dire parce que les stries sont pas les mêmes. Mhm. Si tu veux découper du bois ou de la peau, bah, tu vas avoir forcé plus ou moins sur l'autre, donc la strie n'aura pas les mêmes gueules, forcément. Par contre, effectivement, je vais lancer des analyses en chimie organique, en analyse de résidus, graisseux ou pas. Donc voilà, c'est en cours. J'ai pas encore Ok. le résultat, mais j'espère qu'on pourra sortir des résidus, peut-être de sang, ou de gras, ou de plantes, que sais-je encore. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est en projet. En plus, c'est des roches assez poreuses, donc ça devrait, en principe, marcher. Ok. Maintenant, à voir, comme dit, l'effet de la nature et de la conservation des pièces. Peut-être que ça sera pas possible. Ok. Mais effectivement, c'est en cours. Ok. Et ça peut être une perspective de la suite de ta thèse, de tester des vrais matériaux que tu... Ouais, en tout cas, j'aimerais bien... En fait, je veux pas devenir un ingénieur de laboratoire. Ouais. Donc l'idée, c'est de garder cette grande question-là, de voir d'autres méthodes d'analyse,
peut-être à d'autres contextes aussi différents. J'aimerais beaucoup aller faire un post au Canada, par exemple, pour travailler sur les populations paléo-indiennes, dont pareil, en fait, personne n'en a jamais eu rien à foutre d'égaler, donc, alors qu'ils en ont plein. Donc c'est encore un truc à aller voir. Pour le coup, pour des concepts beaucoup plus récents, c'est mieux préservé dans des contextes très froids. Voilà. Mais effectivement, l'analyse de résidus et d'autres types d'analyses, d'autres corpus, d'autres endroits, sont, je pense, primordiales pour la suite. Montrer en fait que, déjà montrer aux collègues que ces galets existent. Maintenant, quand vous fouillez, faites-y gaffe parce qu'il y en a plein. Et aussi montrer qu'il y a pareil sur les eaux, sur les silex, en fait, et sur plein d'autres matières premières que les gens n'ont pas forcément regardé correctement. Ok. Donc j'en déduis, parce que tu viens de dire, que la suite se passe dans la recherche et potentiellement une recherche de postdoc, du coup, une fois que tu auras soutenu. J'ai envoyé le premier mail ce matin. Oh. Donc c'est tout frais, tout flamme, donc, justement pour le Canada. Ok, trop parce bien. que c'est un terrain qui m'attire. J'ai envie de voir un peu autre chose que la préhistoire ancienne, pour avoir des contextes mieux préservés, pour dire plus de choses. Faire aussi, pourquoi pas, de l'ethno-archéo. Ce serait un truc qui me botterait bien, puisque j'ai longtemps hésité entre ça et la préhistoire depuis gamin. Donc je pourrais comme ça un peu lier les deux passions à nouveau. Mais il y a aussi des perspectives dans la recherche en Europe, en France ou autre. Je sais que j'ai plusieurs pistes de postdoc ici, en Europe ou autre. Et même aussi des pistes dans le préventif, dont on a parlé au début de l'émission. Ouais. Où il y a un gros appel du pied parfois parce qu'on manque réellement de collègues, pour nos disciplines en tout cas. Donc voilà, l'avenir est radieux, je sais pas, en tout cas il y a plein de trucs à faire. Ouais, Maintenant ok. on verra si se concrétise, c'est encore un peu loin d'ici un an. Ouais, bien sûr, il y a une priorité. Mais voilà, déjà finir la thèse, et le reste on verra ensuite. Mais pour autant, il faut quand même commencer à s'en occuper. Oui, c'est ça, il faut quand même avoir un semblant d'idée. Bon, déjà, tu sais que tu n'es pas dégoûté de la recherche, après c'est... Non, ça dépend quoi, ça dépend qui, ça dépend comment. La manière de faire de la recherche, payer pour publier, ça me casse les couilles. Oui, ça oui. Maintenant, Payer 3 fois. 3 fois. Maintenant, l'open science, ça commence à développer, ça commence à être bien, ça commence à aller vite et aller fort, en même temps par la jeune génération. Donc j'espère que là-dessus, on pourra faire un bloc commun un peu plus concret. J'espère qu'on connaîtra ça de notre vivant, ouais. Ça serait pas mal. J'ai pas trop d'espoir, moi, personnellement. Moi, j'ai vu dans le couloir, ils ont un poster PCI, Peer Community In, qui est du coup une plateforme où tu peux faire de la revue par les pairs de ton article et même de ton protocole en amont pour justement faire ce truc de système de revue par les pairs avant de publier. Et cette plateforme-là, elle est de plus en plus connue, elle est super, mais du coup, ils cherchent de plus en plus de gens pour faire du reviewing parce que ils ont ils ont beaucoup de plus en plus de demandes et en fait, il y a peu de chercheurs qui vont se rendre disponibles pour faire ça. Donc c'est super, mais du coup, il faudrait que les gens se bougent un peu aussi entre chercheurs et qu'ils repose pas sur le fait que ça existe. Sinon, on va vite arriver à la limite du système. Et on va revenir au même système que la base, quoi. L'Ouroboros. Voilà, sachant qu'on gagne rien à faire du reviewing pour les éditeurs de journaux, si ce n'est de temps en temps une petite ristourne pour publier notre article chez eux. Donc en vrai, autant le faire gratuitement pour PCI et avoir un... Et donc concrètement, ça te permet de skip une étape du journal, en fait Pas forcément. Par exemple, tu peux faire du PCRR. Donc en gros, t'enregistres en avance ton protocole. Ton protocole est revu par des gens de ta communauté scientifique, de ton domaine. Ils vont te faire un retour dessus. Il y a en général plusieurs retours sur ton protocole, plusieurs étapes. Et une fois qu'il est validé, ça te valide le fait que tu l'as enregistré et fait revue par les pairs avant de faire ton étude. C'est-à-dire qu'avant de commencer ta collecte de données, tout ça, ce qui fait que ensuite, ce protocole-là, tu as déjà, en gros, un début d'article déjà écrit, déjà revu. Tout à fait. Et tu pourras, quels que soient tes résultats, publier dans une revue scientifique ou dans des trucs qui sont affiliés à PCI, ton article, que ça donne des résultats ou pas. Parce que tu as déjà enregistré tes hypothèses, tu as déjà enregistré ta méthode, tu as déjà tout enregistré en fait. Et c'est déjà revu par des pairs, donc c'est pas juste un enregistrement, j'ai dit que j'allais faire ça, c'est j'ai dit que j'allais faire ça, et ma communauté scientifique a déjà validé le fait que j'allais faire ça. Ce qui t'avance aussi, c'est que en général, quand tu fais ton article, tu fais la revue par les pairs une fois que tout est fini. Et moi, quand je suis revieweuse, la plupart du temps, j'ai envie de dire j'aurais pas fait comme ça. Sauf que c'est trop tard. Là, l'avantage, c'est qu'ils te le disent avant, donc tu peux ajuster ce que tu vas faire, notamment tes analyses. Là, la plupart du temps, genre les analyses ou la collecte de données, vous avez pas pensé à ça, ça serait bien de faire ça. En fait, tu vas être transparent dès le début de ta chaîne. Ouais. Et ça change absolument tout pour la fin. Voilà.
Donc c'est plus transparent sur la manière dont tu fais, c'est plus transparent sur le fait que tu n'aies pas modifié ton protocole après coup en ayant vu tes résultats, vu que tu as déjà enregistré ce que tu allais Ça faire. arrive pas, ça. Ça évite le bidouillage. Voilà, ça évite le bidouillage et le cherry picking et compagnie. Ok. Mais par contre, du coup, ces plateformes-là, elles tournent en autonomie par des chercheurs qui sont volontaires pour faire ça. Oui, oui. Donc, Et ils n'ont pas de ristourne à faire des trucs, peut tu vois. être vite saturé. On appelle au bon samaritain, quoi. Ouais, Exactement. ok. Et ça peut être parfois problématique. Ok, bon, c'est bien de savoir que ça existe. On espère que ça va se développer alors. Foncez, Ouais. foncez. Voilà, parce que là, par exemple, un délai d'attente, c'est-à-dire que tu peux, Loïs, qui est un collègue qui est en doctorat à Lausanne, que je connais, lui, il l'a fait pour un article. Il y a eu 2 ans entre le moment où il a commencé le processus et le moment où on lui a validé son protocole. Donc ça peut être hyper long selon les disciplines, s'il y a des gens dispo, pas Je dispo. pense, voilà, ouais. Selon les champs d'action et les champs d'opération, il y a plus ou moins de gens mobilisés qui connaissent ou pas. Oui, d'ailleurs, c'est ça, ou qui sont spécialistes Et donc- ou pas du sujet. et qui prendront le temps de le faire aussi. Ouais. Mhm. Ok, trop bien. Est-ce que pour toi, on a fait un bon tour de la thèse? Est-ce qu'il y a des points que Je tu pense, aurais... ouais. Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent à ce moment-là l'émission, mais en tout cas, Ouais, nous, j'espère. on n'a pas trop la data sur combien de temps il reste, on espère. On espère que vous êtes toujours là et que ça vous a plu, Les cet vieux cailloux épisode. magiques vous intéressent. Je sais qu'on a écouté dans des labos pendant les manips, donc eux, je pense qu'ils skippent pas entre Ouais. 2 fioles. Non, finalement, je m'arrête là. Allez-y, continuez. Vous êtes merveilleux, vous faites les choses bien, continuez. C'est Vas-y. ça. En tout cas, bientôt. moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'était très cool comme discussion. Est-ce Pas que... commun. Ouais, Non, c'est sûr. c'est sûr que c'est des sujets qui sont toujours cool à discuter. Est-ce que on se fait des petites recommandations culturelles avant de se quitter? Allez. Est-ce que toi t'en aurais, Tanguy, peut-être J'en ai plein. des mais, trucs que t'as Vas-y. kiffé et que t'aimerais partager aux auditeurs? Un truc que j'ai kiffé, un mec qui a marqué, c'est Jean Mallory. Jean Mallory, c'était un géocryologue, ethnologue, géographe, glaciologue français Ok. qui a créé la collection Terre humaine chez Plomb. C'était un géant du XXe siècle qui est mort il n'y a pas longtemps, en 2021-2022, à 101 ans, 102 ans. Ok. Un mec qui était avec Victor en Arctique ou autre, et qui a emmerdé les Américains qui ont posé en 52, 53, si je me souviens bien, ou 55, je ne sais plus, une base nucléaire américaine illégale à Thulé, au Groenland. Et donc il a fait sa carrière entière en tant qu'ethnologue, anthropologue de ces populations-là. Et il a voulu donner la parole à tout un tas de gens donc, à travers sa collection Terre humaine. Donc d'ailleurs le premier bouquin c'est Les derniers rois de Thulé, que je vous recommande. Et le second c'est Trissotropique de Claude Lévi-Strauss. Voilà, qui sont 2 géants de l'ethnographie française. Voilà, première recommandation. Ok, trop bien. Vas-y Laura. Moi, j'y ai pensé pendant qu'on faisait l'épisode, quand on parlait de la façon, donc la fonctionnelle, quand tu refais des expériences toi-même pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Il y a Rivenzi, le streamer, qui fait des vidéos YouTube où il va dans des sites de reconstruction historique, s'immerger un peu avec les chercheurs qui sont sur place, qui ont reconstruit je sais pas, les maisons de l'époque, le travail de l'époque. Les gens mangent ce qu'ils mangeaient à l'époque. Et il va en immersion faire une vidéo. En général, il invite quelqu'un. Et il l'avait fait avec Baguera sur le Moyen-Âge, dans un site pas loin de là où il habitait en Bretagne. Et il en a sorti une récemment sur Rome, qu'il faut que je regarde avec Antoine Daniel. Et du coup, c'est des petites vidéos comme ça, où ça t'immerge dans une époque. Comment vivaient les gens, qu'est-ce qui se passait, c'était quoi le statut des personnes qui étaient là, l'économie, la bouffe, tout. Et c'est hyper intéressant et ça permet du coup, c'est des vraies reconstructions scientifiques dans lesquelles il s'inscrit. Et il vient en tant que bénévole, on va dire, pour participer à l'expérience. Mais du coup, c'est très bien foutu, ouais. Voilà. Ah, trop bien. C'est vrai que c'était des vidéos très, très éducatives et marrantes. Et marrante, voilà, parce qu'il y a le côté t'immerges des streamers pendant 3 jours sans téléphone portable, habillé comme à l'époque. Ça peut faire bizarre, ça entendait quoi. Mais moi aussi, j'ai pensé à une reco thématique pour une fois qui correspond à nos problématiques et qui n'est pas un jeu vidéo. Donc vraiment, je sors de mon champ d'expertise. Far Cry, c'est génial. C'est vrai que ça peut marcher, Far Cry Primal. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Corridor Digital. Donc à la base, ils analysent des effets spéciaux dans les films. Leur format le plus mainstream et qui plaît le plus, c'est VFX Artist React, et en gros ils vont en juger les effets spéciaux des films, ceux qui sont super, ceux qui sont plus rigolos disons, et donc ils vont en discuter techniquement comment ça a été fait, c'est quoi le but d'un effet, c'est quoi la bonne façon de le faire, etc.
Et parmi les membres de ce groupe, il y en a un qui fait des vidéos spéciales qui sont The True Scale Off. Et donc il utilise les effets spéciaux pour nous donner un rendu visuel de choses qu'on n'arrive pas à se représenter. Donc c'est vis-à-vis des périodes de temps qu'on discutait tout à l'heure qui sont très difficiles à visualiser. Justement, lui, il a utilisé ça. Il utilise notamment une image qui est notre existence ou une centaine d'années qui est représentée par une feuille de papier, et ensuite il va empiler les feuilles pour montrer les différentes ères, et notamment il revient sur l'hégémonie des dinosaures vis-à-vis du temps historique connu. Et c'est bizarre, hein. Ouais, c'est ça. Et à quel point nous on n'est qu'une il part de sa feuille de papier, il prend sa bagnole, il fait 500 km dans un sens, et alors là on est arrivé chez les dinosaures. À quel point ils ont dominé la Terre pendant extrêmement longtemps, et il y avait des repères assez marrants de se dire qu'un dinosaure va être plus éloigné du T-Rex que nous on l'est en termes de temps, des choses qui paraissent improbables, quoi. Oui. Donc voilà, et je vous recommande cette chaîne et cette vidéo là en particulier qui est vraiment super. Par ailleurs, il fait The True Scale of Titan de Shingeki no Kyojin, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, mais qui est très sympa. C'est très sympa de se rendre compte de la taille d'un titan colossal en plein Manhattan. Ça donne des repères visuels qui sont sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker cette chaîne YouTube. Dans la même idée de la représentation, le fun fact classique dans les quiz, c'est le fait que Cléopâtre elle est plus proche de nous que de la construction des pyramides. Exactement. Alors qu'on la situe dans l'Antiquité. Contemporain, quoi. Dans le bazar de l'Antiquité qui dure 3000 ans, tu vois. Tout à fait. Et d'ailleurs, les derniers mammouths ont disparu. Il y avait les pyramides. Ouais, voilà. Sur une île un peu lointaine, mais ça aussi, ça paraît ils étaient improbable. plus en très bonne santé, mais ils étaient là quand même. Ils étaient là. Et dernier recours, si je peux. Vas-y. Un livre qui s'appelle Si loin, si près, pour en finir avec la préhistoire, de Jean-Michel Jeunesse et Boris Valentin, qui est lui donc le dernier à Paris, professeur, maître de conf, je sais plus, et le premier qui a été directeur scientifique des grottes de Lascaux, de Chauvet, grand chercheur qui a bossé très sympa Lascaux à visiter pas d'ailleurs. mal d'endroits en Australie, Nouvelle-Guinée, Papouasie, Canada, etc. Enfin un mec qui a tout fait. Et ce bouquin casse beaucoup de clichés, il est très bien foutu, c'est assez didactique, en fait, c'est une forme d'interview entre deux qui se posent des questions et qui se répondent, donc c'est des formats assez courts à chaque fois. On peut le prendre, le feuilleter sur une question particulière, et vraiment celui-là je le recommande. Pour moi, il m'a mis, même moi en tant qu'archéologue, des claques de réflexion et de pensée. Je me suis dit ok, là il y a des gens qui pèsent un peu dans le milieu, et pour autant c'est hyper accessible, et ça pour moi c'est une donnée importante aussi. Bien sûr, ouais. Ok, trop bien. Je pense que vous avez la dose de recommandations si vous avez kiffé le sujet et que vous voulez le pousser un peu. Merci beaucoup, Tanguy, d'avoir participé. C'était vraiment trop bien. On espère que ça vous a plu à vous aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Si vous avez aimé, en tout cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager l'épisode à fond. Ça va nous aider. Vas-y, Laura, parle. À noter, à mettre des étoiles. Sur les plateformes qui le permettent, genre Apple Podcast, Spotify, ça peut aussi. 5 de préférence. Oui. Éventuellement, il y en a 2 qui ont mis 1. Ouais. Les autres ont mis 5, mais il y en a 2 qui ont mis 1. On les trouvera. C'est déjà en cours, la recherche est en cours. Je suis enquêtrice. Il n'y a pas un doctorant en criminologie qui bosse pour vous? On va avoir des contacts. On peut trouver. Pas de souci. On connaît des gens en police scientifique à Bordeaux, donc n'hésitez pas. Et effectivement, si vous avez envie de passer dans le podcast ou vous connaissez quelqu'un qui a envie de passer, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, à nous suivre sur Instagram aussi. Et puis voilà, c'est cool. Ouais, on se retrouve au prochain épisode. Ouais, à la prochaine. Salut. Bonne soirée.